L'art de l'interrogatoire est une danse délicate entre l'extraction de la vérité et le respect des droits de l'accusé. Pendant des siècles, les forces de l'ordre du monde entier ont utilisé diverses techniques pour obtenir des aveux et recueillir des informations cruciales lors d'enquêtes criminelles. Ces méthodes explorent souvent les complexités de la psychologie humaine, exploitant les vulnérabilités et manipulant les perceptions pour découvrir la vérité. Cependant, cette quête de justice peut parfois avoir un coût. Les techniques même conçues pour révéler la culpabilité ont, dans certains cas, conduit à des aveux forcés, à des erreurs judiciaires et à l'emprisonnement d'innocents. La recherche de techniques d'interrogatoire efficaces est donc semée de dilemmes éthiques. Si certaines méthodes reposent sur l'établissement d'un rapport et d'une confiance, d'autres font appel à la tromperie, à la manipulation et à la pression psychologique, ce qui soulève de sérieuses préoccupations quant à leur légalité et à leur moralité. Cette exploration se penche sur les subtilités de certaines des techniques d'interrogatoire les plus controversées, en examinant leurs fondements psychologiques, leurs pièges potentiels et le débat permanent qui entoure leur utilisation dans la recherche de la justice. Des stratagèmes élaborés, des opérations Monsieur Big à la lutte psychologique du bon flic, mauvais flic, nous naviguons dans le paysage complexe des techniques d'interrogatoire en mettant en lumière leur efficacité et leur potentiel d'abus. L'enjeu est indéniablement de taille dans la salle d'interrogatoire, où la liberté, la justice et la notion même de vérité sont en jeu. Il est donc impératif d'examiner ces techniques d'un œil critique, en comprenant leur impact psychologique sur les suspects et les conséquences potentielles, voulues ou non, de leur application. En examinant les spécificités de chaque technique, nous devons mettre en balance leur efficacité et leurs implications éthiques, en nous efforçant de trouver un équilibre qui préserve l'intégrité du système judiciaire, tout en garantissant la protection des droits individuels. L'objectif n'est pas seulement d'obtenir des aveux, mais de découvrir la vérité, une tâche qui exige une compréhension nuancée des techniques elles-mêmes et du paysage éthique complexe dans lequel elles s'inscrivent. La technique du Monsieur Big s'impose comme l'une des méthodes les plus élaborées et les plus controversées dans le domaine de l'interrogatoire criminel. Elle implique une mise en scène soigneusement construite, une production théâtrale conçue pour attirer les suspects dans une toile de criminalité fabriquée et de confiance manufacturée. Des agents infiltrés, se faisant passer pour des membres haut placés d'une organisation criminelle fictive, se lient d'amitié avec le suspect, le couvrant d'attention, de cadeaux et d'un sentiment d'appartenance. Cette mise en scène orchestrée vise à faire baisser la garde du suspect en favorisant un lien de camaraderie et de loyauté qui transcende ses cercles sociaux habituels. Au fur et à mesure que la mascarade se déroule, le suspect est progressivement entraîné dans le monde souterrain criminel, fabriqué de toutes pièces. On peut lui offrir la possibilité de participer à des activités criminelles apparemment mineures, ce qui renforce son sentiment d'appartenance et l'illusion d'un style de vie lucratif et excitant. Cependant, le véritable objectif de cette ruse élaborée est d'obtenir des aveux. Une fois que le suspect est suffisamment pris dans la toile de l'organisation fabriquée, on lui offre la possibilité de confesser son crime passé à Monsieur Big, le chef énigmatique de l'entreprise fictive. Cette confession, souvent présentée comme un rite de passage ou une épreuve de loyauté, se déroule dans un environnement contrôlé, souvent sous l'œil attentif de caméras et de dispositifs d'écoute dissimulés. Le suspect, croyant se confier à une personnalité criminelle puissante qui valorise la loyauté par-dessus tout, peut se sentir enhardi à révéler des informations compromettantes, ignorant que chacun de ces mots est méticuleusement enregistré et analysé. La technique du Monsieur Big exploite le désir d'acceptation du suspect, son désir ardent d'une vie au-delà de sa condition actuelle, et sa croyance en l'authenticité du réseau criminel fabriqué de toutes pièces. Cependant, cette mascarade élaborée soulève d'importantes préoccupations éthiques. Ses détracteurs soutiennent qu'elle équivaut à un piège, incitant les suspects à avouer des crimes qu'ils n'ont peut-être pas commis. Le recours de la technique à la tromperie, à la manipulation et à l'exploitation des vulnérabilités soulève des questions quant à l'intégrité des preuves qu'elle produit. En outre, le style de vie somptueux et les promesses de richesse présentées aux suspects, souvent issus de milieux défavorisés, créent un environnement intrinsèquement coercitif,
susceptibles d'influencer leur volonté d'avouer, indépendamment de leur culpabilité ou de leur innocence réelle. Le débat entourant la technique du Monsieur Big met en évidence la tension qui existe entre l'efficacité des forces de l'ordre et la protection des droits individuels, un équilibre délicat qui exige un examen attentif et un contrôle permanent. Le numéro du bon flic mauvais flic, une tactique d'interrogatoire classique, repose sur le pouvoir des personnalités contrastées et sur le désir humain inhérent de rechercher du réconfort face à l'adversité. Cette technique implique généralement deux enquêteurs travaillant en tandem, chacun incarnant des personnages opposés soigneusement conçus pour obtenir des aveux du suspect. Le mauvais flic adopte un comportement agressif et intimidant, employant des menaces, des accusations et un barrage incessant de questions destinées à briser la résistance du suspect et à lui inspirer peur et anxiété. À l'opposé, le bon flic présente une personnalité sympathique et compréhensive, offrant empathie, gentillesse et une préoccupation apparemment sincère pour le bien-être du suspect. Il peut offrir un certain confort, comme une boisson ou une cigarette, s'alignant ainsi subtilement sur le suspect contre l'ennemi commun perçu, le mauvais flic. Cette mise en scène soigneusement orchestrée crée une lutte psychologique, exploitant l'état émotionnel accru du suspect pour obtenir des aveux. Le bon flic, en offrant un refuge apparemment sûr contre la colère du mauvais flic, devient un confident, quelqu'un en qui le suspect sent qu'il peut avoir confiance dans l'environnement intimidant de la salle d'interrogatoire. Le suspect, cherchant à échapper à la pression et à la peur que lui inspire le mauvais flic, peut être plus enclin à se confier au bon flic, pensant que sa coopération lui vaudra la clémence ou la compréhension. Cette dynamique exploite le besoin humain fondamental de connexion et de soutien, en particulier dans les situations stressantes, ce qui contraint subtilement le suspect à révéler des informations qu'il aurait pu autrement taire. Cependant, la technique du bon flic mauvais flic, bien qu'apparemment simple, soulève des préoccupations éthiques. Ses détracteurs soutiennent qu'elle repose sur la manipulation et la tromperie, exploitant les vulnérabilités du suspect à un moment où il est soumis à un stress et à une incertitude immense. La fausse empathie du bon flic et ses fausses promesses de clémence peuvent être considérées comme coercitives, pouvant conduire à de faux aveux, en particulier chez les personnes vulnérables sensibles à la pression et à la suggestion. L'efficacité de la technique repose sur la création d'un climat de peur, puis sur l'offre d'un faux sentiment de sécurité, une tactique qui, si elle peut permettre d'obtenir des aveux, ne conduit pas toujours à la vérité. La technique Reid, méthode d'interrogatoire très utilisée et très structurée, adopte une approche systématique pour obtenir des aveux en employant un processus en 3 phases conçu pour briser la résistance d'un suspect et lui inculquer un sentiment d'inévitabilité quant à sa culpabilité. Cette technique, développée par John Reid dans les années 1950, a été à la fois saluée pour son efficacité et critiquée pour sa propension à produire de faux aveux. La première phase, appelée « analyse factuelle », consiste à analyser l'affaire et le comportement du suspect afin de déterminer sa probabilité de culpabilité. Cette évaluation, souvent basée sur des interprétations subjectives du langage corporel et du comportement, constitue le fondement de l'interrogatoire qui suit. La deuxième phase, l'entretien, consiste à recueillir des informations et à évaluer le degré de tromperie du suspect au moyen d'une série de questions ouvertes et exploratoires. Les enquêteurs qui utilisent la technique Reid sont formés pour détecter les signes subtils de tromperie, tels que le fait d'éviter le contact visuel ou de gigoter, qui peuvent ou non être des indicateurs fiables de culpabilité. La phase finale, l'interrogatoire, est l'aboutissement de la technique Reid, au cours de laquelle l'enquêteur utilise toute une série de tactiques psychologiques pour obtenir des aveux. Cette phase consiste souvent à minimiser les conséquences morales du crime, à offrir des justifications aux actes du suspect et à présenter la confession comme la seule voie vers la rédemption ou la clémence. L'enquêteur peut confronter le suspect à des preuves fabriquées, réelles ou imaginaires, afin d'accroître la pression en faveur des aveux. Le recours de la technique Reid à l'analyse comportementale, aux interprétations subjectives de la culpabilité et aux tactiques de manipulation psychologique
a suscité de vives critiques. Ses détracteurs soutiennent qu'elle peut conduire à un biais de confirmation, les enquêteurs, convaincus de la culpabilité du suspect, pouvant mal interpréter son comportement et adapter leur approche afin d'obtenir des aveux, indépendamment de son innocence réelle. L'accent mis par la technique sur l'obtention d'aveux, associé à son potentiel de manipulation psychologique, soulève des inquiétudes quant à sa propension à produire de faux aveux, en particulier chez les personnes vulnérables sensibles à la pression et à la suggestion. Le débat entourant la technique Reid souligne la nécessité d'un examen plus approfondi des méthodes d'interrogatoire et l'importance de se prémunir contre les tactiques coercitives qui peuvent saper la recherche de la vérité par le système judiciaire.